Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Clermont-Ferrand et c'est Place des Projets en présence de Mathilde Robot-Muguet, créatrice de Boussole, l'atelier de céramique à QC proche de Vichy dans l'Allier. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bon, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci. Alors, est-ce que tu voudrais nous présenter Boussole ? Qu'est-ce que Boussole ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Boussole est ma petite entreprise que j'ai créée le 4 décembre 2020, donc qui est une entreprise de céramique artisanale. Donc moi, je fais principalement de la poterie, donc c'est-à-dire de l'utilitaire, qui va être voué à être utilisé au quotidien. Vraiment l'art de la table utilitaire, des tasses, des bols, des assiettes, toutes sortes de choses qu'on va retrouver dans une maison pour la décoration intérieure ou pour l'utilité. Comment t'es venue cette idée d'être céramiste déjà et puis de créer ton entreprise, ton atelier ? Je pense que le fait d'avoir un papa tailleur de pierre m'a aidé. M'a transmis ce goût-là de l'artisanat. Après, moi, je cherchais une matière qui soit un peu plus malléable et que je puisse travailler directement avec mes mains sans avoir le biais d'outils ou de médias et que je puisse travailler directement. Et puis le jour où je suis rentrée dans des ateliers de potier, j'ai vraiment eu ce coup de foudre là pour le processus de production. C'était pas spécialement en voyant des pièces terminées que je trouvais ça admirable, c'était vraiment de voir en amont les étapes par lesquelles on passait pour créer un objet qui m'ont fascinée et à partir de là j'ai voulu apprendre et j'ai arrêté mes études pour me former pendant 1 an. Et puis à la suite de ça, la suite logique, j'ai voulu ouvrir mon atelier et voler de mes propres ailes, faire mes propres créations sur la base de ce que j'avais pu apprendre et voilà. Tu n'étais pas céramiste de formation, tu dis que tu as quitté tes études, tu avais fait quoi comme formation ? Et étant assez bonne à l'école après mon baccalauréat littéraire, donc en général, j'ai fait 2 années de faculté, donc en psycho et en philo. Mais à la suite de la 2e année, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que j'avais toujours plutôt voulu partir dans des études artistiques et je ciblais plus principalement l'artisanat d'art, mais sans trop y croire après le bac. Donc c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la fac était pas appropriée pour moi, que je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me lancer et que je préférais le faire maintenant en étant jeune plutôt que plus tard, en étant pris dans un travail. Je préférais vraiment le faire le plus tôt possible. Aujourd'hui, tu as mis en place, c'est un atelier, c'est ça, qui reçoit du public ? Comment ça se présente ? La formule que j'ai préféré mettre en place, c'est vraiment un atelier boutique. Donc j'ai d'un côté l'atelier qui me permet de travailler toujours sur place et de l'autre côté la boutique, donc qui me permet de mettre en scène mes créations une fois qu'elles sont terminées et aussi d'accueillir une clientèle ou un public qui soit curieux de découvrir et le processus de production et les pièces terminées si toutefois ils voulaient les acheter. On peut te voir fabriquer les pièces même en venant te voir à ta boutique. C'est ça, voilà, c'est une vitrine qui fait tout à la fois boutique et atelier. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des techniques de fabrication ? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément la céramique ni les process de fabrication. Comment on arrive à avoir une pièce d'art de la table ? Je peux vous parler des grandes étapes. Tout d'abord, on a le tournage, donc la majorité des personnes voient un peu de quoi je parle. On utilise un tour de potier et on va prendre une motte de terre qu'on va coller sur la girelle, donc c'est la partie du tour qui va s'actionner et qui va tourner. Et grâce à ça, donc avec nos mains et avec de l'eau, on va actionner le tour et modeler une pièce selon la forme qu'on veut lui donner. On va lui donner un galbe, etc. Et puis ensuite, on va enlever la pièce. Donc ça, c'est la première étape, c'est le tournage. Mais quand on enlève la pièce du tour, elle est encore un peu grossière en dessous. Donc on va la laisser sécher quelques jours, selon la température qu'il fait. Généralement, c'est 2 jours. Et puis ensuite vient le tournassage. Donc on va mettre la pièce à l'envers, pareil sur la girelle du tour, et on va venir parfaire le pied, donc le dessous de la pièce. On voit parfois sous les bols, il y a des petits pieds. Donc à ce moment-là, on utilise des outils pour enlever de la matière et pour rendre la pièce plus propre. Ensuite, à cette étape-là, on va pouvoir aussi la décorer si on le souhaite. Ensuite, il va y avoir une première cuisson qu'on appelle la cuisson biscuit. Donc c'est une cuisson à basse température qui va permettre de solidifier la pièce pour ensuite accueillir un émail. Donc ensuite, on va émailler la pièce une fois qu'on a fait une première cuisson. Et ensuite, on va faire la dernière cuisson qui va permettre à l'émail de se liquéfier. Et là, normalement, après ces dernières cuissons à haute température, à 1280 degrés, la pièce sera terminée. Donc on voit que ça passe vraiment par un long processus. Généralement, on dit qu'il faut à peu près 1 mois
entre la mode de terre et une pièce terminée. Et ces pièces, une fois fabriquées, tu vends exclusivement qu'en boutique ou tu arrives ou tu as d'autres process, d'autres lieux de distribution? Alors effectivement, mon but c'est de multiplier au maximum mes points de vente parce que je sais que si je me cantonne seulement à QC, ça me fait peu de visibilité. Je suis très bien à l'endroit où je suis pour débuter, mais j'ai pas pignon sur rue et je suis pas sur la Côte d'Azur non plus, donc mon but c'était vraiment dans un premier temps de me montrer au niveau local en mettant des pièces dans des boutiques éphémères par exemple ou en faisant du dépôt-vente. Donc actuellement on est confiné, mais jusqu'ici j'avais des pièces dans une boutique à Rion qui s'appelle Reflet d'Atelier, également des pièces dans une boutique à Mâcon, une boutique de créateurs, et prochainement sûrement quand ce sera possible aussi à Clermont-Ferrand. Après j'essaye de développer aussi bien que je peux ma boutique en ligne, mais c'est pas forcément facile quand on est pas très connu. Il faut travailler un peu le référencement, tout ça sur internet. On a vraiment plusieurs casquettes quand on est artisan, mais voilà. Et puis j'aimerais bien évidemment compléter avec des marchés. Pour l'instant tous les marchés auxquels je souhaitais participer dans la région ont été annulés. Mais voilà, en tout cas c'est sur ces différents tableaux-là que je souhaite jouer, les marchés, les boutiques et puis internet évidemment. Et actuellement, ton atelier, il est situé dans une zone commerciale ou une zone artisanale? Alors oui, on peut dire ça comme ça en quelque sorte. Mon atelier est dans une zone artisanale puisque l'endroit où je suis installée, qui est donc la Galerie des Arcades à QC, qui est l'ancien marché couvert et qui lui-même était en fait l'ancien cloître, est un lieu où la mairie a voulu installer des artisans d'art. Donc on est plusieurs à être installés sous les arcades. C'est vraiment un lieu que la mairie a à cœur de dynamiser en nous accueillant. Donc je ne suis pas seule sous ces arcades. Vous pourrez aussi découvrir du textile, des bijoux, de la sculpture, voilà, plein de choses un peu insolites. Et quel a été l'accueil des autres artisans? Eh ben, ces autres artisans étaient vraiment ravis de m'accueillir et ont été très très accueillants effectivement, parce que avoir quelqu'un qui soit jeune et qui ait pour unique projet l'installation dans l'artisanat, c'était assez porteur d'espoir pour eux, parce que souvent ils ont affaire à des personnes dont l'artisanat n'est pas forcément l'activité principale et qui ne vont pas forcément dynamiser le lieu tous les jours, alors que moi je suis sur place vraiment tous les jours. Je travaille comme une salariée de 8h à presque 18h parfois, avec une pause entre midi et 2 bien entendu, mais je participe autant que je peux à rendre le lieu vivant, et je pense que tous sur place, sous la galerie, on a ce même intérêt-là de voir ce lieu se développer et de pouvoir montrer notre savoir-faire, et on est vraiment plus forts tous ensemble. Donc j'ai été très bien accueillie, et moi-même j'étais ravie de ne pas être seule dans ce nouvel engagement de vie là. Tu es de QC ou c'est que tu as trouvé un local disponible ou un soutien sur cette ville-là? Alors moi je suis de Vichy, à la base je suis née à Vichy, j'ai fait toute ma scolarité à Vichy. Après je suis partie un peu à droite à gauche dans la France pour mes études. Mais voilà, j'ai souhaité m'installer dans un lieu qui m'était familier. Quand tu as lancé ton entreprise, notamment avant la création, et que tu t'es décidé de mettre en place cet atelier boutique, vers qui tu t'es tourné? Est-ce que tu en as parlé autour de toi, et quelle était un peu leur réaction? En fait, je pense que la chose de laquelle j'ai commencé à parler en premier à mon entourage, ça a été d'arrêter mes études pour entamer ce cursus-là et faire de la céramique pendant 1 an. Ensuite, m'installer était vraiment la suite logique, donc c'était pas une surprise pour les gens qui m'entouraient. En tout cas, la plupart des personnes m'ont encouragée et me voyaient un peu faire ça depuis toujours, donc c'était pas vraiment étonnant. Après, pour les structures qui auraient pu véritablement m'aider dans l'installation, me guider un peu dans l'entrepreneuriat, j'avais eu quelques modules, on va dire, pendant ma formation, hein, j'y étais préparée à la création d'entreprise. Après, je pense que j'ai surtout énormément appris pendant mes périodes de stage, où c'était vraiment très concret, où j'ai rencontré des problématiques
très terre à terre, voilà, des choses auxquelles j'avais pas été confrontée pendant ma formation. Sinon après, je n'ai pas été accompagnée par d'organismes en particulier. J'ai une très très petite formation, mais très succincte à la CMA qui a duré 2 heures, quelque chose comme ça. Mais sinon, non, j'avoue que ça a été assez instinctif. Après, j'avoue que ce que j'ai fait aussi au moment où j'ai arrêté mes études, même si j'étais passionnée et convaincue que c'était ça que je voulais faire, j'étais quand même au fond très très inquiète quant au fait d'en vivre. Voilà, je voulais savoir si mes rêves manquaient pas un peu de sérieux, donc j'ai vraiment mené mon enquête. J'ai interviewé plein de potiers dans la France pour savoir comment eux se débrouillaient. Je me suis surtout aussi renseignée auprès de potiers qui venaient de s'installer ou qui auraient à peu près mon âge, vraiment des personnes auxquelles je pouvais m'identifier. Et j'ai obtenu vraiment plein d'informations qui m'ont rassurée et qui m'ont montré que c'était possible. Mais je pense que c'est surtout ces petites recherches-là qui ont été très formatrices pour moi et qui m'ont montré que c'était possible en me confrontant à des parcours qui étaient tout à fait viables en très peu de temps, quoi. Et comment ça se passe pour les céramistes en général? Vu que tu les as contactés, c'est un secteur qui fonctionne bien, qui se développe? J'ai vraiment l'impression qu'il y a différentes catégories chez les potiers. Il y a ceux qui sont vraiment très traditionnels dans leur manière de faire, qui vont adopter des prix qui selon moi sont vraiment beaucoup trop abordables et qui se sous-payent. Et puis il y en a d'autres, je vais appeler ça les néo-céramistes, qui sont tout jeunes et qui commencent et qui, eux, vont mettre des prix plus élevés, vont oser aller sur des salons très très connus comme Maison et Objets. Puis après on a les petits potiers un peu amateurs qui vont se retrouver la braderie du dimanche. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de catégories différentes de potiers et que finalement chacun a choisi son chemin. Donc il y a autant de chemins différents que de potiers, mais en tout cas je rencontre de plus en plus de personnes qui se reconvertissent dans ce domaine-là, et en ayant fait la formation, je l'ai encore plus réalisé à quel point il y avait une demande de se reconvertir dans ce milieu-là, principalement venant de la part de femmes. J'ai aussi l'impression que c'est un métier qui se féminise énormément, du fait que les techniques de production ont changé. Voilà, on tourne plus avec un tour à pied, on n'est pas obligé d'aller chercher sa terre soi-même. Donc dans le temps, c'est vraiment un métier qui se féminise et qui est, j'ai l'impression, de plus en plus en vogue. Même si on n'a pas l'impression et que la plupart du temps, quand je dis que je suis potière, on me regarde comme si j'étais une espèce en voie d'extinction. Et finalement non, je pense qu'il y en a de plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et pour toi, ça a été quoi ton choix, ta directive, notamment de création artistique? Ma directive artistique, j'en ai plusieurs. Déjà, mon but ce serait de ne pas avoir à me déplacer pour vendre. J'aimerais à l'avenir être suffisamment célèbre pour même ne pas avoir de boutique et vraiment pouvoir peut-être faire que de la vente en ligne ou vraiment produire chez moi. Et puis voilà, vraiment, ce serait vraiment le rêve de tous les artisans, je pense, mais que la clientèle puisse venir à moi sans que je n'ai à me déplacer dans des marchés à l'autre bout de la France, dans des boutiques dans tel endroit. En fait, je pense que c'est tout ce qui est lié au fait de devenir un peu connu. Et voilà, après, une autre démarche qui me tient vraiment à cœur, c'est de réaliser la plupart de mes émaux à base de matériaux que soit je vais récolter dans la nature, soit de matériaux que je recycle, donc comme la cendre de bois ou du verre pilé. Pour les choses que je récolte, ça peut être des roches granitiques par exemple, ou de la terre qui va se liquéfier à haute température. Mais voilà, c'est pour ça que la plupart du temps dans mes pièces vous trouverez des émaux qui sont assez sobres et naturels. C'est parce que je les réalise moi-même avec des matières que je trouve dans mon environnement proche, comme le faisaient les potiers traditionnellement, en fait, avant d'avoir des émaux tout prêts avec quantité de matières chimiques qu'on va manipuler avec ses mains et qui vont passer à travers les pores de notre peau et créer à long terme diverses pathologies pas forcément très réjouissantes. Donc voilà, ça j'ai vraiment à cœur de maintenir ce processus, de faire un maximum de choses moi-même. Et puis ensuite, un autre parti pris, c'est le décor. Dans mon travail, vraiment, j'adore, j'ai une fascination pour le décor, pour le graphisme, pour les dentelles de motifs, ces choses comme ça. Donc j'y passe énormément de temps.
c'est sûrement ce qui me prend le plus de temps. Et d'ailleurs, le prix de mes pièces est toujours fonction du temps que je vais passer à les décorer. Quand tu t'es lancé, tu as rencontré des structures d'accompagnement ou tu t'es lancé seul? Alors, comme je le disais précédemment, j'ai eu une très très brève réunion avec la CMA qui m'a présenté les différents statuts qu'il existait dans l'entrepreneuriat, voilà, et lequel était préférable de choisir pour son activité. Ensuite, non, j'ai pas rencontré de structures qui m'ont vraiment accompagnée dans la création de mon entreprise. Par contre, il y a une structure qui me soutient, on va dire financièrement, la première année, c'est la mission locale. Donc je suis rentrée dans le dispositif qui s'appelle la garantie jeune, donc qui va me donner un petit soutien financier en complément de ce que je gagne. Donc pour moi, c'est vraiment assez rassurant pour la première année. Donc depuis 3 mois que ton activité est lancée, tu as eu des premiers clients, je suppose? Comment s'est passé surtout pour ton premier client et quelles ont été tes impressions parce que c'est le début de l'aventure? Franchement, au-delà des appréhensions, pour moi, ça a été une vraie joie de me confronter à une clientèle pour la première fois, parce que c'est là que notre artisanat prend tout son sens en fait. Pour moi, mes pièces, elles n'existent pas si elles circulent pas et qu'elles sont pas ensuite appropriées par certaines personnes. Donc vraiment pour moi c'était une joie immense de pouvoir être confrontée à cette clientèle qui va me permettre en fait de vivre et de donner une existence à mon art et à ces pièces et qui va d'une certaine manière les faire survivre. Parce que moi c'est pas mon but de tout garder pour moi. J'ai aucun intérêt à garder toutes ces pièces que je crée. C'est vraiment une joie quand elles peuvent circuler. Après, j'avoue aussi que j'ai une clientèle qui a été au rendez-vous plus rapidement que ce que je pensais. Et je trouve aussi que la première rencontre avec une clientèle, c'est tellement encourageant et ça donne tellement des ailes d'avoir enfin un retour, enfin un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et moi, ça m'a vraiment, c'est aussi mon moteur, hein. Il y a des fois où je vais être à l'atelier pendant plusieurs jours et où il y a personne et où je me rends compte que ça me suffit pas. J'ai besoin de cette de ce souffle extérieur pour me faire avancer et me renouveler. Et ça a été un début qui a été positif. Je veux dire, tu t'attendais à avoir autant de clients au départ? Ça a été mieux que prévu ou? Franchement, moi, dans mon humilité de débutante, j'avais pas visé très très haut. Donc oui, c'est vraiment mieux que ce que je m'imaginais. Enfin, je m'imaginais pas pouvoir réussir à me dégager rien que ne serait-ce un petit salaire pour les premiers mois. Et finalement, j'ai débuté à la période de Noël, donc ça a été extrêmement favorable pour moi. Et ça a été aussi l'occasion de me dire que je pouvais avoir confiance et qu'il fallait que je continue et que je persévère dans cette voie-là. Donc ouais, c'était mieux que ce que je pensais et ça a même contribué à me donner confiance plus qu'à me faire peur. Et tes objectifs dans les mois à venir, ça va être de continuer de produire de nouvelles pièces ou d'être présent quand la situation sanitaire va s'améliorer, mais d'être présent des différents marchés ou événements? Eh ben oui, effectivement, là je devais déjà d'ores et déjà préparer les marchés et participer à des marchés au niveau local et régional. Mais puisqu'ils ont été soit annulés, soit reportés, je vais me réfugier dans mon atelier. Je pense que ça va être une période vraiment de production. Donc en espérant que cette production pourra être écoulée de nouveau à l'arrivée des beaux jours, parce que c'est pas mon but encore une fois de stocker. Mais voilà, je pense que là c'est essentiellement une période de production qui va arriver pendant ce confinement. Ça serait exclusivement local? Ou tu comptes te déplacer dans d'autres départements ou en région? Dans un premier temps, je vise vraiment les marchés ou les boutiques au niveau local. Je me dis que j'ai plus intérêt à me faire connaître au niveau local, de manière à ce que les personnes puissent me retrouver plus facilement, puissent revenir sans avoir à parcourir trop de kilomètres. Après, pourquoi pas me déplacer. Par exemple, je sais que beaucoup de marchés de potiers sont localisés dans le sud de la France. Ensuite, je sais qu'il y a aussi beaucoup de salons qui sont plus à Paris, mais excepté pour ces deux aspects-là, je pense vraiment favoriser
les sorties et les marchés au niveau local. Alors, on parlait de la situation sanitaire avec la Covid actuellement. Comment tu vis cette période, toi, en tant que jeune chef d'entreprise? Alors moi j'ai eu vraiment très très peur parce qu'au moment où je terminais ma formation, on a été confinés une première fois. Donc il y a eu beaucoup de catastrophisme, de gens qui ont dit qu'il fallait changer de métier, qu'on pourrait pas vivre de l'artisanat et encore moins maintenant. Et j'ai remis en question vraiment tout ce pan-là de mon existence. J'ai eu vraiment très très peur. Et en fait, quand je me suis lancée, donc à partir de décembre véritablement, je me suis rendu compte que j'avais bénéficié d'un véritable soutien de part et d'autre, alors que ce soit au niveau individuel de certaines personnes qui vont décider d'acheter une pièce pour encourager les artisans, et d'autant plus les artisans qui viennent de s'installer. Donc que ce soit par exemple à l'échelle de petits groupes qui se sont créés, je pense particulièrement à des pages Facebook, et une dont j'ai oublié le nom mais qui vraiment mettait à l'honneur les artisans dans le Puy-de-Dôme du 63 et qui a eu énormément de visibilité et qui m'a rapporté indirectement, je pense, plusieurs clients. Donc non, franchement, il y a plein de choses comme ça qui m'ont fait me dire que peut-être c'était pas tant la pire période que ça pour se lancer. Soutenu par les collectivités aussi, tu parlais de la ville de QC notamment. C'est vrai que je me suis aussi sentie soutenue par la ville de QC parce qu'elle réduit les loyers. Je vais recommencer. Je me sens aussi effectivement soutenue par la ville de QC dans la mesure où, alors moi j'étais pas encore installée à ce moment-là, mais il y a eu des réductions de charges pour les locaux qu'on occupe au moment du confinement. Donc je pense que je vais également en bénéficier pour le mois à venir. Et puis aussi quand je suis arrivée, tout de suite la partie communication de la ville de QC m'a fait une petite vidéo pour m'accueillir, pour montrer au QC-toi qu'il y avait une céramiste qui s'était installée dans les parages. J'ai aussi eu un petit article dans le QC Mag, donc plein de choses comme ça qui font que oui, j'ai été accueillie et ça a aussi participé à cette dynamique de me faire connaître dans des débuts pas faciles. Quels seraient tes conseils que tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent, qui auraient un projet en tête? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à cette première expérience? Oh là là, j'aimerais leur dire tellement de choses, mais je pense que la chose la plus primordiale que moi je retiens et que j'ai appris, c'est de faire abstraction de ces peurs, parce que la peur, moi, ou peut-être même la panique parfois, qui sait, ne nous fait projeter absolument rien de vrai. Je m'étais imaginé plein de choses que j'aurais pas été capable de faire, et au final tout ça c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est vraiment un monde que la peur nous fait entrevoir mais qui n'existe pas. Et j'ai eu au contraire plein de bonnes surprises qui étaient complètement à l'opposé du scénario que j'avais pu me créer dans mes appréhensions. Donc surtout ne pas avoir peur et oser faire ce qu'on aime, en fait, dans tous les cas, parce que c'est vraiment en faisant ce qu'on aime, en montrant qui on est et ce qu'on a à cœur de faire, que ça va marcher. C'est en étant entier, en étant authentique qu'on va réussir à toucher les gens. Alors c'est ça que je conseillerais, de pas avoir peur et d'oser être soi-même et d'oser faire ce qu'on aime, parce que c'est vraiment ça qui fonctionne. Je réalise vraiment à quel point c'est quand on est authentique que ça fonctionne, voilà. Est-ce que tu aurais des actualités à venir à partager, ou comment on pourrait suivre les actualités de ton atelier? Alors il y a encore quelques jours, j'aurais pu vous partager des dates de marché, mais là je pense que on peut très très mal anticiper les actualités à venir, puisque la situation est un petit peu bloquée en ce moment. La seule chose que je peux dire, c'est que je travaille à mon atelier, que je peux accueillir des personnes sur rendez-vous à la boutique, mais malheureusement je crois qu'on ne peut guère s'avancer plus en ce moment. Donc voilà la seule chose que je peux dire et prévoir. Et comment on pourrait suivre ou aller plus loin, ceux qui aimeraient voir? Tu as peut-être un site internet, et est-ce que tu pourrais partager tes coordonnées, ou même ceux qui aimeraient venir te rencontrer à ton atelier? Oui, bien sûr. Alors ceux qui sont intéressés d'en savoir un petit peu plus, mon site internet c'est boussole.com, donc BOUESOL.com. Et sinon vous pouvez venir directement me rencontrer à mon atelier qui se situe sous les arcades à QC. Voilà. Alors juste avant de finir, pourquoi Boussole, qui est le nom de ton entreprise? Alors très bonne question. Boussole comprend plusieurs jeux de mots en fait. Le premier qu'on peut
déceler tout de suite, c'est boue, sol, donc c'est la boue du sol, c'est la matière première que j'utilise, l'argile, c'est vraiment de la boue. Et donc ça forme le mot boussole, et je pense que c'est tout de suite associé au fait que j'ai suivi ma boussole intérieure en osant suivre ce chemin-là. Et j'ai remarqué aussi après coup qu'il y a le mot sol, el sol en espagnol, c'est le soleil. Donc quand on suit et quand on ose suivre sa boussole intérieure, c'est le soleil qu'on voit arriver dans notre vie. Voilà les différentes interprétations que l'on peut avoir du mot boussole. Eh ben, en tout cas, merci Mathilde pour ton témoignage, merci beaucoup. Eh ben, merci aussi d'avoir pris ce temps de questionnement et de curiosité. Je te dis à bientôt. Quant à bientôt. nous, on se retrouve juste après un petit morceau de musique.